et elles nous permettent, alors ces discussions nous permettent vraiment de rectifier notre trajectoire, d'améliorer notre programme. Je vous remercie beaucoup. C'est l'un des acquis et l'un des bénéfices pour, pour l'Institut, des échanges que nous avons sur la question environnementale et climatique en Afrique. Alors, ce matin, nous allons aborder le dernier chapitre de ce cours sur le droit climatique en examinant la question du financement, les mécanismes de financement international surtout consacrés à la lutte contre les changements climatiques. Alors, dans les discussions précédentes que nous avons eues, et notamment hier, nous avons vu que l'un des plus grands défis de, dans la lutte contre les changements climatiques, et notamment au niveau de la stratégie ou des mécanismes d'adaptation, c'était la question du financement, et notamment l'accès au financement. Alors, nous allons donc aborder ce défi. Alors, donc, plusieurs types de financement ont effectivement été mis en place pour lutter contre les changements climatiques. Ce sont surtout des financements multilatéraux. Alors, mais la question qui va nous intéresser, surtout en ce qui concerne l'Afrique, c'est pourquoi nous n'en sommes pas bénéficiaires. Alors, on va voir donc quelques financements au niveau multilatéral qui existent. Et le premier de ces financements, c'est le Fonds vert, le Fonds vert pour le climat. Le Fonds vert pour le climat. Alors, le Fonds vert pour le climat est un mécanisme financier des Nations unies, dont les Nations unies ont très engagé dans la diplomatie environnementale et sur les questions climatiques. Les Nations unies ont donc créé le Fonds vert pour le climat, qui est directement rattaché à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Alors, cette caisse, ce fonds, vise à transférer de l'argent collecté auprès des pays riches responsables des changements climatiques à destination des pays les plus vulnérables pour mettre en place des projets qui sont destinés à la lutte contre les changements climatiques ou pour financer les projets d'adaptation au changement climatique. Donc l'idée est très bonne. Mais la question au niveau international, la question du financement reste la même. On a de bonnes intentions, des promesses, des grandes promesses, mais au niveau maintenant de la réalisation ou des contributions, c'est là où le bas blesse.
Donc, ce fonds va financer les deux grandes stratégies qui ont été mobilisées par la communauté internationale, à savoir l'atténuation au changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Alors, on rappelle que l'atténuation vise à diminuer, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, alors que l'adaptation a pour objectif de, de contenir, limiter les conséquences néfastes des phénomènes climatiques. Donc, ce fonds a été créé en 2010. Il a pour objectif de soutenir les efforts des pays en développement pour relever le défi du changement climatique. Alors, lors de la conclusion de l'accord de Paris en 2015, le Fonds vert pour le climat s'est vu attribuer un rôle important dans la mise en œuvre du dit accord et la réalisation de l'objectif consistant à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius. Donc, on est conscient à l'ONU, on est conscient à Paris en 2015 que pour mettre en œuvre nos deux stratégies de lutte contre les changements climatiques, alors il faut de l'argent, il faut un financement. Et on s'entend qu'on crée un fonds qui est dédié au financement de la lutte contre les changements climatiques. Et l'un de ces fonds, c'est le Fonds vert pour le climat. Une belle appellation. L'argent vert. Et ce fonds qu'on va créer, comme on le voit, il est destiné aux pays en développement. Donc, les pays qui ont moins de moyens, les pays qui sont les plus vulnérables, dont la solidarité internationale s'organise pour leur venir en aide, pour les amener à participer à la lutte contre les changements climatiques et surtout à être moins vulnérables aux conséquences de ce phénomène que nous avons décrit. Donc, ce fonds va effectivement aider les pays en développement, africains notamment, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et donc à s'adapter aux conséquences des changements climatiques. Alors, ce fonds va chercher à promouvoir un changement de paradigme vers un développement à faible émission et résistant au changement climatique, en tenant compte des besoins des nations particulièrement vulnérables aux impacts du changement climatique. Alors, dans le chat, nous nous sommes penchés sur la transition agricole en Afrique. Et nous nous sommes posé la question de savoir mais, qui allait payer, qui allait financer cette transition agricole. Donc, en principe, tout au moins théoriquement, on a une réponse. Le Fonds vert pour le climat, c'est un fonds qui est destiné justement à assurer le changement de paradigme vers une économie à faible émission, une économie décarbonée.
Donc, on veut promouvoir en Afrique une agriculture décarbonée, une agriculture à faible émission de gaz à effet de serre. Et il existe au niveau international un financement qui répond justement à ce besoin, tout au moins théoriquement. Alors donc, c'est un fonds qui va appuyer l'augmentation de l'impact des investissements au niveau de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation à ceux-ci. Alors, des discussions que nous avons eues, il est, je vous ai posé la question dans le forum, de savoir si, mais finalement, est-ce que la modernisation de l'agriculture en Afrique, hein, pour répondre au, à l'urgence climatique, est-ce que la modernisation de l'agriculture qui est une cause de déforestation et d'émissions de gaz à effet de serre qui est nuisible pour le climat, donc l'agriculture qui est l'une des causes importantes du dérèglement climatique. Alors, ce changement nécessite des investissements. Et puis, la question que j'ai posée, la question que je nous ai posée ce matin, la réflexion, c'est de savoir, est-ce que ce n'était pas une utopie? Mais en compulsant les documents que nous avons lus et quelques vidéos que nous avons vues, eh, c'est certainement la bonne direction. Moderniser notre agriculture, c'est certainement la bonne direction, mais toute la question reste au niveau du financement. Comment financer la modernisation de notre agriculture? Est-ce que le Fonds vert pour le climat, qui est mobilisé au niveau international, peut permettre une pareille transition, peut financer la modernisation de notre agriculture? Alors donc, la, la question est, elle est pertinente, elle est séduisante, mais sa mise en œuvre continue à questionner sur la faisabilité de cette transition, pourtant nécessaire. Comment les choses vont se faire sans argent? Ou est-ce que ce fonds est suffisant pour réaliser ces changements, cette transition? Donc, on a un fonds qui est créé et qui a une vocation à provoquer, en ce qui concerne l'Afrique, une modernisation de notre économie, un passage de nos économies vers des économies vertes. Et à la clé, un fonds vert pour assurer
ce passage à une économie verte, à une agriculture verte, à une agriculture durable. Alors, donc, ce fonds va faire la promotion des avantages connexes environnementaux, socio-économiques, on a bien vu dans les discussions, dans les vidéos, qu'à côté de l'enjeu climatique, mais il y a la question économique et sociale, la question de l'emploi, la question du développement agricole, de l'augmentation de la productivité agricole, des rendements agricoles et la question de la sécurité alimentaire. Donc, autant d'enjeux qui sont connexes à la question climatique. Donc, ce fonds a une histoire. Tout commence donc en 2009, quand la communauté internationale va se réunir à l'occasion des COP à Copenhague, la COP de Copenhague, et on va donc décider de créer un fonds climatique vert à Copenhague, qui est destiné à soutenir les projets climatiques, dont des projets qui visent à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et à lutter contre la déforestation. Et de prendre des mesures d'adaptation au changement, aux conséquences des changements climatiques. Donc, dans l'histoire de ce fonds, ça touche, l'Afrique est directement touchée. Parce que lorsqu'on va parler de la déforestation, on va viser très clairement l'Afrique. L'Afrique est donc touchée par le phénomène de déforestation et son agriculture notamment. Et donc, les bénéficiaires en seront prioritairement les pays en développement. Donc, on voit qu'on va créer cette caisse de secours, ce mécanisme de solidarité internationale, principalement pour les pays en développement. Alors, pour répondre à la forte demande de financement, les pays développés adhèrent à l'objectif de mobiliser ensemble 100 milliards de dollars par an $100 milliards de dollars par an. Voyez-vous? Donc, on décide de mettre à la caisse 100 milliards de dollars pour répondre aux besoins. Donc, le projet se concrétise en 2010 lors de la 16e conférence, la COP 16 à Cancun. Donc, ce fonds est créé en 2010 sous le nom Fonds vert pour le climat. Donc, il sera officiellement lancé en 2011 à Durban.
à la COP 17. Alors, donc, c'est un fonds qui va soutenir, on nous dit, 111 programmes dans une centaine de pays. Alors, mais le fonds va connaître sa première déconvenue en 2017 avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis. Les États-Unis qui s'étaient engagés à verser 3 milliards de dollars dans la première phase de ce projet. Alors, ils n'en ont versé qu'un seul milliard et puis Trump a retiré les États-Unis de ce fonds. Alors, ce qui a plongé ce fonds dans une crise. Donc, les États-Unis, qui devraient mettre de l'argent, se sont retirés. Alors, ce qui a provoqué naturellement une crise, un fonds en crise, faute de financement. Donc, en 2019, les pays donateurs vont se réunir sans les États-Unis à Paris, en espérant reconstituer le fonds pour la période 2020-2023 à 10 milliards de dollars. On nous dit que pour compenser l'absence des États-Unis, 13 des 27 pays donateurs ont doublé leur contribution par rapport à la phase précédente. Donc, le déficit accusé par le retrait des États-Unis vont amener certains pays à, à augmenter leur contribution. Alors, ce fonds est dirigé par un conseil composé de 24 membres, provenant à égalité des pays avancés et des pays en développement. Donc, riches et pauvres sont réunis dans la gouvernance de ce fonds. Alors, les États ont fixé pour ce financement, on l'a dit, un objectif de 100 milliards de dollars par an d'ici 2020, on est en 2026, mais sans s'entendre préalablement sur la provenance de l'argent. Voyez-vous? Du coup, on se demande si ce n'est pas simplement de l'hypocrisie. On s'entend sur un montant de 100 milliards pour financer la lutte contre les changements climatiques, 100 milliards annuellement, mais on ne dit pas d'où va venir l'argent. Donc, une fois de plus, c'est le bon vouloir des États. Mais n'oubliez pas que les États sont égoïstes. Les États sont égoïstes comme le sont les humains. Premièrement. Deuxièmement, les États
sont guidés par l'intérêt national. Troisièmement, les pays riches sont de plus en plus aussi en crise. Et donc, quand on prend un pays comme la France, comment la France va donner de l'argent alors qu'elle connaît une grave crise économique, une grave crise budgétaire. Donc, beaucoup de ces pays traversent des situations économiques difficiles. Et ça va dicter, par exemple, la politique de Donald Trump, qui va dire qu'il n'est pas question de donner de l'argent à d'autres pays, alors qu'aux États-Unis, on a des problèmes de chômage, entre autres. Alors qu'aux États-Unis, l'économie ne se porte pas bien. Donc, on ne va pas donner l'argent des Américains aux autres. Donc, Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général d'origine africaine, ghanéen, qui était aux affaires à cette époque, en 2010, va créer un groupe consultatif de haut niveau sur le financement de la lutte contre le changement climatique, qui devrait faire des propositions quant aux possibles sources de revenus pour les fonds. Donc, où trouver l'argent? Donc, on crée le fonds, on décide du montant, et puis on remet à plus tard la question de la provenance de l'argent. Et le 5 novembre 2010, ce groupe conclut qu'il sera difficile pour les États de lever une telle somme, notamment dans le contexte de... Bien. Donc, on a de très bonnes intentions, mais on va se heurter à la réalité internationale qui est celle de la crise qui frappe de nombreux pays, et notamment les pays riches. Alors, mais des efforts seront néanmoins faits. En octobre 2015, l'OCDE va évaluer à 61,8 milliards de dollars les financements publics et privés mobilisés en 2014 par les pays développés à l'appui de l'action climatique dans les pays en développement. Selon les rapports, plus de trois quarts du total estimé des financements climatiques ont soutenu des activités d'atténuation. Un sixième environ a été consacré à l'adaptation, une faible proportion appuyée les deux objectifs. Vous voyez, donc il y a des rapports qui nous disent que l'argent a été mobilisé, mais est-ce que l'argent est allé en Afrique? Donc, où est-ce que cet argent, on dit qu'on a mobilisé
pas mal d'argent, mais où est-ce que cet argent est allé? Alors, donc, le fonds vert pour le climat, ainsi que les autres fonds, ne représentent que 2 milliards de dollars, soit environ 3% du total. Alors donc, ce financement n'est pas assez. Alors, quels sont les résultats? Le Fonds vert pour le climat devrait contribuer considérablement aux mesures d'atténuation et d'adaptation et aider à obtenir des changements systémiques dans les pays en développement en appui à l'accord de Paris. Alors, donc, de bonnes intentions, des objectifs nobles, louables, mais sans réel impact pour en ce qui concerne l'Afrique. Alors, un exemple d'intervention, c'est dans le domaine des énergies renouvelables, en augmentant la capacité d'approvisionnement en eau, en appuyant le financement d'adaptation et en sensibilisant les gens au changement climatique sur le cycle de l'eau. Voyez, on a beaucoup de chiffres. On a beaucoup de chiffres qui sont avancés comme résultat. Il y a beaucoup de chiffres qui auraient tendance à nous faire croire que la lutte est menée. Alors maintenant, en ce qui concerne l'Afrique, si on va chapitre par chapitre, notamment au niveau euh, des, des énergies renouvelables, quelle est la situation? Alors, ces résultats, ces chiffres ne nous disent pas dans quelle proportion on a investi pour des énergies renouvelables en Afrique. Et on sait que sur cette question, l'Afrique est à la traîne, faute de financement, faute de technologie. Donc, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de chiffres qui sont avancés, mais en ce qui concerne l'Afrique, on n'a pas, on n'a pas de chiffres en direction de l'Afrique. Alors, on nous prend néanmoins l'un des rares exemples d'un projet financé par le Fonds vert visant à accélérer le virage transformationnel vers une économie à faible émission carbone en République de Maurice, qui vise à permettre au gouvernement de Maurice d'atteindre son objectif d'utiliser les énergies renouvelables pour répondre à 37% des besoins énergétiques du pays d'ici 2025. Nous y sommes. Alors, vous voyez que des exemples sont rares,
Et donc, l'impact est très faible pour l'Afrique. L'impact est très faible pour l'Afrique. Et ça confirme le constat fait par notre expert agronome sur la faiblesse des financements. Donc, les financements existent, mais ils ne prennent pas la direction de l'Afrique. Donc, c'est notamment le cas du principal fonds créé par les Nations Unies pour lutter contre le changement climatique, le Fonds vert pour le climat. Qu'en est-il du Fonds pour l'environnement mondial, qui cette fois-là est destiné à lutter contre la perte de la biodiversité, le FEM. Alors, ce fonds aide les pays en développement à répondre aux priorités environnementales et à adhérer aux conventions internationales en la matière. Alors, donc, ce fonds va soutenir la gestion durable des terres et de l'eau, de l'agriculture intelligente face au climat, l'agroécologie, la conservation de la biodiversité. Alors, peut-être que c'était le fonds idéal pour notre discussion sur la modernisation de l'agriculture en Afrique. Alors, on nous dit il a été créé en 2011. Ce partenariat a bâti un portefeuille actif de plus de 200 millions de dollars, 35 projets financés. Alors, on nous dit que ce fonds, le FIDA, axe actuellement ses efforts au niveau sur l'initiative de la Grande Muraille verte pour le Sahara et le Sahel. Mais toute la question, c'est toujours, la question reste la même, c'est l'impact. Troisième fonds, c'est le fonds d'adaptation au changement climatique. Alors, c'est un fonds qui est alimenté par une taxe internationale fondée sur le développement propre mis en place par le protocole de Kyoto pour financer des programmes d'adaptation au changement climatique dans les pays en développement. Alors, qui se trouvent particulièrement affectés par le dérèglement climatique, voyez-vous. Donc, il y a des fonds. Au niveau multilatéral, on a créé beaucoup de fonds. Beaucoup de fonds sont créés, mais la réalité, c'est le peu d'impact sur le continent. Et du coup, on est interloqué.
on est interloqué. On voit bien quand on analyse ces fonds, on voit bien que ils sont pour l'essentiel destinés à l'Afrique. Et que le discours de solidarité internationale, il est bien rodé, il est très rodé. Et ça pourrait expliquer pourquoi on peut appâter les États africains. Parce qu'on va créer des fonds pour les financer. Donc, c'est un bel appât c'est un bel appât pour les pays africains. On mobilise l'argent pour vous financer. Mais au final, l'argent n'arrive pas. Alors donc, ce fonds et le fonds vert, tous ces fonds, malgré des promesses réitérées plusieurs fois, peinent à être pleinement et rapidement alimentés. Leur financement a été une pierre d'achoppement de la préparation de la COP 24. Et vous? Donc, on crée des fonds qui ne sont pas alimentés. Vous voyez, l'engagement financier des pays développés à l'horizon 2020, on est en 2025, porte à la fois sur des sources publiques privées sans engagement sur la part respective de ces sources. Vous voyez, ces pays, ils ne s'engagent pas. On est d'accord, on tombe d'accord pour créer un fonds pour financer la lutte, l'adaptation, l'atténuation au changement climatique, mais on ne s'engage pas sur sa contribution financière. Donc, on compte sur le bon vouloir et sur la philanthropie des riches. Les riches philanthropes. Alors, c'est le même constat, c'est la même rhétorique avec le fonds d'adaptation au changement climatique. C'est la même rhétorique. Alors, à l'article 4 de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques,
les pays développés, parties, les autres parties, aident les pays en développement, parties particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique à faire face au coût de leur adaptation aux dits effets. Alors, donc, ce fonds, on nous dit qu'il a quand même travaillé, qu'en début 2013, le Conseil du Fonds pour l'adaptation avait alloué 200 millions de dollars pour soutenir l'adaptation au changement climatique. Alors, on ne nous dit pas comment cet argent a été utilisé. On nous dit simplement qu'on a utilisé 200 milliards pour soutenir. Mais comment a-t-on utilisé cet argent? Beaucoup de chiffres. En octobre 2015, le Fonds d'adaptation avait engagé 331 millions de dollars dans 54 pays. Le fonds d'adaptation est géré par un conseil de fonds. Voilà. La Banque mondiale est administrateur de ce fonds. Alors, donc, à ce stade-ci, j'aimerais quand même vous entendre. À ce stade-ci, j'aimerais quand même vous entendre. Quelles sont vos réflexions sur la question du financement international de lutte contre les changements climatiques? Quelles sont les réflexions que ces différents fonds vous inspirent? Docteur, Oui, euh, mais Dani, oui, bon, peut-être une première réflexion, c'est sur la nature des financements, les financiers et les gestionnaires. Parce que je me rends compte qu'en majeure partie, les gestionnaires de ces fonds sont naturellement les financiers, mais est-ce qu'il n'y aurait pas, il n'y a pas soupçon comment on appelle ça, euh, Corruption. des conflits d'intérêts? Voilà, justement, ça veut dire que, bon, ceux qui financent, ce sont ceux qui gèrent. Et il y a quand même un problème de redevabilité, hein. Est-ce Ah, que ce ne serait pas bon d'impliquer à fond ceux qui sont les victimes ou ceux pour qui la réparation doit être euh, mise en mouvement? C'est un peu une réflexion comme ça, hein, parce que j'ai constaté que c'est la Banque mondiale qui gère, c'est elle qui gère. Donc, ce sont ceux qui sont les plus nantis qui gèrent ces fonds-là. Mais alors, à quel niveau ceux qui sont supposés être les victimes ou les bénéficiaires de ce fonds oui. peuvent, peuvent avoir un regard là-dessus? euh, 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 professeur, est-ce que je peux Oui, bien compléter? sûr. Voilà. Bien sûr, Bato. Moi, je suis. Alors, sur la question de la redevabilité, j'y pensais, je continue de penser, et j'ai presque envie de vous demander, de demander, est-ce que la main qui reçoit peut contrôler la main qui donne? Parce que nous sommes dans un système, voilà, dans ce système-là, qui fait que c'est presque par pitié pour nous, quoique, voilà.
Voilà, c'est presque un peu parce on fait partie du système, on est dans la perspective mondiale de cette chose-là. N'oubliez pas toutes les professions de foi sur la solidarité humaine, enfin toutes ces choses-là, partie de la lumière depuis la Révolution, enfin toutes ces choses-là. On ne peut pas valablement nous mettre à part, mais il y a un double langage qui va se matérialiser dans les actes. Je ne suis pas loin également de penser, et ça n'engage que moi, que tout ça peut couvrir aussi un vaste réseau de corruption. Ouais. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont plus humanistes que d'autres, ou du moins la philosophie humaniste est beaucoup plus prononcée, qui peuvent donner même dans les limites de ce qu'ils n'ont pas. C'est vrai que ça existe. Il en va comme des personnes physiques. Mais ça peut également être à un certain niveau de corruption ou voilà, de détournement, on va dire ça comme Ouais. ça, Ouais. qui peut expliquer également que quand, quoi que les chiffres circulent, il n'y a pas de part, je dis précise pour l'Afrique, de sorte que on ne prenne pas le risque de dire que voilà, on a fait tel projet en Afrique pour que les Africains disent ah bon, nous, on s'en est pas rendu compte. Ça également, voilà. Une autre réflexion aussi sur l'attitude de ce presque misanthrope qui est Trump. Je me dis, est-ce que finalement, quand on voit comment nous on gère, comment on se gouverne, est-ce que finalement, il n'y a pas quelque part un peu de, je dirais, un peu de raison légitime de dire, mais enfin, nous, on ne va pas prendre l'argent de notre contribuable pour aider des gens qui, voilà. Et puis, voilà. Ça, c'est du point de vue de la question Tout à fait. Éthique. Ouais. posée par mon ami, que je ne connais pas encore, mais bon, mon ami. Mais ce n'était pas ça pour moi. C'est juste un incident de réflexion par rapport à ce qu'il a dit. Mais moi, j'étais en train de me dire, mais à quel moment les Africains vont arrêter et puis ouvrir les yeux? L'histoire temporelle, l'histoire témoigne simplement que ces gens font des promesses qu'ils ne respectent pas, ils n'ont jamais respectées. Donc, on peut pas se laisser bercer par, euh, sauf qu'en soi-même, on voit également dans les mannes, dans les chiffres qu'on annonce, possibilité soi-même de s'enrichir. N'oubliez pas que on a notre enfin, on a nos mauvais penchants. On n'est pas véritablement. Alors, je ne sais pas si ça participe de ce que nous, on n'a jamais participé au pouvoir, mais il me semble qu'il y a il y a les gouvernés et puis les gouvernants. Voilà. Euh, Par exemple, les accords de Copenhague. Moi, je me suis intéressé à la question parce que hier, on avait discuté avec le docteur. À la COP 15 déjà en 2009, avant Paris, les États s'étaient engagés à hauteur de 100 millions par an pour soutenir les efforts. Ils ne l'ont inscrit dans aucun traité juridique contraignant. On ne peut même pas parler de traité juridique contraignant. Le traité juridique, il est déjà contraignant, à mon sens, par nature. Cet accord, cet engagement, les mêmes qui sont allés se sont retrouvés à Paris. Paris a indiqué la même chose. Ils n'ont jamais vu trace de cet argent. 2009, ils se retrouvent à Paris. Ils continuent de rêver, ils continuent de croire que ça va être vrai. Et Paris, bien entendu, ne la signe dans aucun traité, aucun texte, mais personne ne s'en émeut. Pire, à la COP 26, en 2021 à Glasgow, les pays même se sont engagés cette fois-ci à doubler le financement. Ce qu'on n'a jamais eu en singulier, on va le doubler maintenant. Résultat des courses, ils n'ont jamais rien eu. Alors, à partir de quoi peuvent-ils espérer que les petits fonds verts, fonds noirs ou fonds bleus, à partir de quoi peuvent-ils espérer qu'ils ont leur part dedans? À partir de quoi peuvent-ils espérer qu'ils sont dans la chaîne de solidarité, au-delà de la profession de foi? Qu'est-ce que les actes montrent? Les actes montrent que vous devez vous débrouiller vous-même, vous seul, au prétexte que vous participez de la mondialisation, et que cette mondialisation, c'est nous, quand on a besoin de vous, qui allons vers vous, mais vous ne pourrez jamais avoir besoin de nous. Donc, à partir de ce moment, je veux même plus regarder les chiffres. Quand le professeur parlait, bon, Ouais. je regardais les slides, je regardais, et puis je me dis, la vraie question, c'est à partir de quand allons-nous cesser d'être des enfants? Quand le fonds a vécu même avant qu'il n'ait vécu, c'est-à-dire le fonds a déjà vécu avant sa constitution, ou dès sa constitution, il a déjà vécu. Qu'est-ce qu'on a encore à rechercher et à s'émouvoir de ce que non, on ne compte pas dedans. C'est-à-dire,
on est, comment je dirais, on fait partie du paysage, mais on n'a pas la main à la pâte. On n'aura pas la main à la pâte parce que de tout ça, il y a une espèce de condescendance, des fois même nourrie par notre propre comportement, par nos propres travers, qui explique que les gens qui sont développés, bon, ils se disent, bon, ben voilà, comme un enfant que vous avez qui veut rien faire de sa vie, vous lui donnez tout, il veut rien faire de sa vie, ben écoutez, vous le mettez quand même dans votre famille, vous faites les projets avec lui, mais vous n'accentuez pas quand lui ne comprend pas. Donc, on avance comme ça. Et c'est ça qui, moi, c'est la réflexion que je fais de tout ça. Voilà. J'ai peut-être été un peu long, mais j'ai fait des recherches et puis j'ai regardé. Quand on vous promet, on vous promet, on vous donne rien. Et au plan binaire, vous faites une promesse à une femme, vous faites une promesse à votre enfant, il vous dit à un moment, je ne vous crois plus. Et il en tire les conséquences, selon la force de son âge mental, bien sûr. Il en tire les conséquences. Mais nous, qu'est-ce qu'on a à continuer de croire que ces gens vont nous aider? Ils ne nous aident pas. Voilà, j'ai terminé. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien. Ça amène à réfléchir. Et justement, il y a une Allô, question. professeur. Oui, oui, Je bâtonnier. vais un peu, oui, je vais un peu appuyer. C'est le bâtonnier Claude qui venait Oui, d'intervenir, là. c'est Oui. ça. Oui, je crois que lui et moi, on fait route ensemble sur cette question. On était frères, on était jumeaux dans une vie antérieure. Oui, forcément. Parce que, professeur, vous allez vous rendre compte que cette question de lutter contre le réchauffement climatique, cette histoire de fonds verts et tout, en fait, il n'y a aucune contrainte que ces sociétés ou ces pays pollueurs pourraient subir ou pourraient ressentir par le fait de tous ces autres pays qui permettent à maintenir la planète dans l'état dans lequel nous sommes. Prenons le cas, vous avez fait allusion en 2023 qu'on a disponibilisé 200 millions de dollars pour 29 pays. Déjà, la répartition, elle n'est pas connue. Mais lorsque vous divisez simplement les 200 millions par 29, c'est 6 millions de dollars par pays. C'est même insultant. Prenons pour la RDC, considérée comme pays solution. Vous lui donnez 6 millions de dollars et vous voulez que ce pays puisse résister, lutter contre la déforestation. Bon, c'est qu'à un moment donné, comme le dit le bâtonnier Claude, il faudrait qu'on se réveille. Mais la grande difficulté, bâtonnier Claude, c'est que se réveiller comment? C'est ça la grande difficulté, parce qu'on n'a aucun moyen de pression. Nous ne pouvons pas nous réveiller, nous, Congolais, je l'ai dit lors de la classe précédente, que nous ne pouvons pas nous réveiller et commencer à couper tous les bois dans notre pays pour que cela devienne en fait un moyen de pression sur la communauté internationale. Donc, à la fois, nous sommes tenus nous-mêmes d'abord par notre nature à la préserver. Bon, maintenant, ils profitent de ça parce qu'ils savent que, bon, en RDC, jamais ils ne vont vider toute la forêt équatoriale. Maintenant, il faudrait qu'on réfléchisse autrement. Et ça demande de très, très grandes réflexions pour qu'on arrive à contraindre ces sociétés ou ces pays pollueurs à être réalistes et pragmatiques. Parce que c'est des promesses qui datent d'il y a des années. Bâtonnier Claude a dit, avant même que la structure ne naisse, elle avait déjà vécu. C'est un peu ça ma réflexion, professeur. Oui. Oui, la faiblesse du financement. Donc, on est infantilisé dans cette affaire. Très sérieusement infantilisé, en tout cas. Ouais. Parce que, bon, vous avez fait tout à l'heure allusion au secrétaire général des Nations Unies, qui, par le fait de ne pas identifier
d'où viendraient les 100 milliards de dollars. Il a créé évidemment un petit groupe de réflexion où des personnes qui allaient chercher à collecter ce fonds-là. Après, cette structure s'est rendue compte qu'elle ne savait pas où aller trouver cet argent-là. Bon, c'est qu'en fait, bon, c'est des réunions où on parle du climat, de la planète, mais en réalité, bon, les pollueurs continuent à polluer, ceux qui doivent préserver la nature continuent à préserver la nature, ceux qui prétendent donner l'argent, ils ne donnent pas suffisamment. Bon, et puis, on remet les débats à l'année suivante pour continuer avec les discussions, mais entre-temps, les choses restent telles quelles. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, je pense que l'idéal, pour moi, la première des résolutions, c'est que, par exemple, tous ces pays qui, elles, contribuent à lutter contre le réchauffement climatique, arrêteraient carrément de participer à ces réunions-là, parce que ça ne sert à rien d'y aller. D'abord, ne pas participer à ces réunions. Par exemple. À ce moment-là, tout ce qui va se dire là-bas ne sera pas opposable à ces pays. L'opposabilité résulte par le fait que ces pays vont participer à ces réunions. Exact. D'abord, arrêtez de participer. On ne participe à rien et donc vous ne nous dites pas de faire ce que vous vous dites entre vous. Maintenant, pour qu'on revienne à la table... Pardon, pour embaucher dans ta trompette avant que tu... Quand on n'y participe pas, tout le monde le voit. Et tout le monde s'interroge pourquoi les Noirs sont... Enfin, pourquoi les autres sont pas là. Et je pense que c'est à partir de là qu'il y a une tribune pour dire, bon, on a arrêté d'être hypocrite. Voilà. C'était juste pour cette petite pensée-là. Excuse-moi de t'avoir arrêté. Oui. Et maintenant, lorsqu'on posera la question, pourquoi vous ne participez pas, on va poser les vrais problèmes. Et pour qu'on revienne, il faudrait répondre à nos critères, à nous, à nos conditions. Voici les conditions pour qu'on revienne à la table de négociation. Voilà. Ou on revienne au pourparler. Le docteur. Allô? Oui, le docteur. Je prends le risque de m'appuyer sur les réflexions déjà très tranchées de mes honorés confrères, monsieur les bâtonniers qui viennent de me précéder. Parce que je me souviens que, je crois que c'était dans une autre session, hein, quand on avait la session sur les droits miniers et des hydrocarbures, au niveau des réflexions, la grande question qui a été posée était celle de savoir si nous avions la capacité de dire non. Quand je parle de nous, ça veut dire que nous parlions des États africains. Est-ce que nous avions la capacité de dire non? Alors, on parlait de la capacité juridique, et bien sûr, ça, ce sont les États qui sont autonomes juridiquement, on peut le dire. Mais nous avions en plus constaté que la capacité qui nous manquait, ou l'État africain, c'était la capacité de la décision au niveau de la dépendance de nos dirigeants, parce qu'il faut le dire. La manière dont nos dirigeants accèdent au rang disons, au niveau de la direction des pays, est-ce que les dirigeants sont en mesure, parce que c'est eux qui engagent les États auprès de ces grandes institutions, ces organisations-là. Nous, en tant qu'experts, nous le faisons et c'est bien. Et dès lors que nous n'avons pas la possibilité de siéger à ces assises, est-ce que nos dirigeants ont la capacité politique et la capacité, je peux l'appeler la capacité de décision? Et on a constaté justement que nous le disons chaque fois, mais chaque fois que nous nous retrouvons dans ces assises, c'est soit des reculs au niveau des options à prendre. Bon, j'encourage la réflexion africaine actuelle depuis un certain temps, c'est celle de constater que les experts que nous sommes sont de plus en plus appelés à conseiller nos dirigeants ou nos décideurs. Encore faudra-t-il que ces derniers nous suivent parce qu'il y a toujours cette tendance à considérer les intérêts politiques par rapport aux enjeux réels.
Moi, je m'interroge sur cette question pour les deux. Est-ce qu'aujourd'hui, je prends la question, la grande question, ou l'exemple simple d'aujourd'hui, la COP 30 qui est en cours. Lorsque vous allez regarder les participants qui se sont constitués, où la participation est constituée en majorité des États, de nos États. Et de sorte que même cette participation fait l'objet quelquefois des détournements ou occasion des détournements au sein de nos États. Ça veut dire que les gens profitent de l'organisation de ces événements pour s'auto-piller, comme on dit, ou s'auto-détourner. Donc, on prend de l'argent de nos États, de nos maigres moyens, nos maigres ressources, pour financer la participation de nos délégations éléphantesques, en fait, mais en rien pour ne rien tirer. Je comprends que les bâtonniers nous encouragent, il faudrait qu'on quitte ces organisations, mais avons-nous la capacité? Avons-nous la capacité aujourd'hui? Voilà, merci. La capacité, si j'ose, hein, la capacité, c'est le reflet même de notre âme. Je veux dire, la capacité à dire non. La capacité à dire non. Chacun a la capacité de dire non, mais sa voix n'est pas audible selon sa force ou selon ce qu'il est. Or, ici, on est tous à la même enseigne. Je veux dire, on peut quand même, dans une espèce de réaction, se rendre compte que, bon, on est un peu les dénons de la farce et puis dire non. Maintenant, vous avez parfaitement raison. Mon non sera moins, plus inébranlable qu'un autre parce que peut-être que du point de vue de ma gestion, on a des choses contre moi. Votre capacité aussi à dire non, c'est ça. Vous dites non, on vous appelle par un petit téléphone pour dire, bon, si tu ne viens pas, toi, voilà ce qu'on va dire de toi. Ouais. Donc, ça interpelle encore notre... Oui, ça interpelle encore notre gouvernance. Absolument. On est d'accord. C'est vrai. Oui, d'accord, professeur. Vous avez 10 millions de dollars dans un compte en France et puis vous commencez à bavarder, vous jactez plus exactement sur ces questions de souveraineté, de dignité. On vous appelle par le petit téléphone pour dire, bon, on t'a bien entendu, tu as amusé la galerie, maintenant tu te tais. Et tu vas te taire. Et tu t'es déjà tu. Donc, effectivement, ça interpelle. Donc, ce que vous avez dit est tellement vrai. Ça dit, on ne sait même pas par quel bout nous prendre. Il y a des raisons exogènes, endogènes. Bon, capacité à dire non. Oui, on doit pouvoir dire non. Même si on ne dit pas non formellement, parce que le non peut être, je dirais, préjudiciable. Moi, j'étais en train de me dire, et c'est plus facile quand on est dans son salon à réfléchir comme ça, j'étais en train de me dire, pourquoi on n'ignorerait pas les périls qui nous brandissent là? Pourquoi? Ils continuent pourtant d'être dans nos pays à exploiter les énergies fossiles. En même temps qu'ils nous disent passer à d'autres alternatives, tout et tout. Ben nous, on va continuer de faire ce qu'on a à faire parce que de toutes les façons, on le ferait seul, sans possibilité de marcher, que ce serait impossible. Or, ils sont la possibilité de marcher. Ils sont ceux qui prennent. Pendant donc qu'ils nous disent non, passez à ça, passez à ça, passez à ça, eux-mêmes ne le font pas bien chez eux, ils continuent de venir chez nous. Donc, si nous, on veut regarder, alors presque, j'ai envie de dire par nécessité, on regarde même plus ce qui se passe. On va, pour se donner les moyens, de passer à notre échelle réduite à des adaptations. Le professeur nous envoyait sur WhatsApp, enfin, une dame, une Marocaine, qui a expliqué, et le titre était éloquent. On est séquestré par leurs mesures innovatrices là. Ils nous séquestrent en sachant qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas la science, on n'a pas tout ça. Ils nous disent que c'est par là qu'on doit passer. Et nous, on dit oui, c'est par là qu'on doit passer sans en avoir les moyens. Mais bon Dieu, arrêtons un peu, soyons réalistes, faisons la réelle politique. On s'en fiche que les gens nous taxent de réfractaires, d'arriérés, tout et tout. On continue pour la survie de nos peuples, notre survie nous-mêmes, à faire ce qu'on sait de mieux faire, qui nous ont appris à bien faire, exploiter nos énergies fossiles. On va pas les exploiter à vite. C'est les mêmes qui vont venir acheter. Ils vont, se faisant, on va avoir l'argent. On aura après suffisamment d'argent pour nous-mêmes appliquer notre politique plus douce pour le bonheur de nos peuples. Mais ça suffit, le concert des nations qui est faussé depuis la base. La symphonie est faussée. Quoique mélodieuse qu'elle puisse être,
Mais ceux qui écoutent bien et entendent bien la musique savent que les gammes sont fausses. Voilà, tout ça, c'est du faux. Voilà, c'est une autre espèce de gouvernance voilà, qui nous emmène là où on ne doit pas aller. Alors moi, je pense que oui, on a la capacité de dire non. Et peut-être que votre question est tellement juste que peut-être que toutes ces questions-là, tout cet environnement-là, doit nous amener aussi à nous-mêmes à rechercher, à chercher, à rechercher le profil du prochain dirigeant de nos pays. Parce qu'il y a ça également. À force d'être pervertis et à force de rester dans des magouilles, à force d'aller investir chez eux, de voler pour aller chez eux, ils sont captifs de ces gens-là qui, des fois, au lieu même, enfin, je veux dire, au-delà des invitations, ils sont obligés de venir participer à ces choses-là, alors que ce n'est pas dans notre intérêt. Donc, pourquoi tout ça ne serait pas une superbe occasion pour parler un peu comme Ésope? Pourquoi cette chose ne serait pas la pire et à la fois la meilleure des choses? La pire des choses, parce que plus jamais on voit comment on nous traite et on voit nous-mêmes notre dignité, comment elle s'écrit aux yeux des gens, et ça, ce n'est pas acceptable. Mais la meilleure des choses, pourquoi on ne ferait plus en sorte que ça n'existe plus? En ayant un profil nouveau, un raisonnement nouveau et des dirigeants nouveaux. Voilà. Moi, je voudrais faire un peu comme La Fontaine, puisqu'il mettait en lumière Ésope, qui ne parlait que par contraste. Que cette chose soit la pire, mais à la fois la meilleure des choses. Voilà ma contribution. Excellent. Alors, cette discussion, euh, cette discussion m'a mené à penser à un article. Je viens de vous le mettre, je ne sais pas s'il est en entier. Je viens de vous le mettre dans le forum. C'est gouverner par la ruse. Gouverner, le titre, c'est gouverner par la ruse. Et l'État camerounais face aux exigences internationales de conservation de la biodiversité. Alors, c'est un article que j'avais lu en son temps. Et puis, alors, quand vous m'aviez parlé de la politique, que je vais dire rusée du gouvernement ivoirien avec ses 11 milliards d'investissements dans les voitures électriques, alors je me demandais si, mais finalement, est-ce que c'est parce que décrivent ces chercheurs-là que face, et le débat que vous posez sur la souveraineté, la capacité à dire non, ce débat qui est très pertinent, me renvoie plutôt à cet article sur la gouvernance rusée. Parce qu'on ne va pas clairement dire non et on choisit la ruse. Et donc, quand on se questionnait hier sur l'investissement du gouvernement, est-ce que ce n'est pas une autre ruse? Est-ce que finalement, ces dirigeants africains ne sont pas plutôt des hommes rusés? Alors, Maître Safari, oui, on vous écoute. Merci beaucoup, docteur. Je suis sincèrement très intéressé par la qualité du débat. Et c'est des problèmes que nous vivons, qui nous interpellent et face auxquels nous ne pouvons pas rester indifférents. Il faut quitter ces organisations. Oui, l'argumentaire du bâtonnier est convaincant. Mais en avons-nous la capacité? Lorsque Maître Dani pose cette question, sincèrement, il nous amène dans un monde de réflexion profond. Mais moi, la question que je veux aussi poser, comme Maître Dani, que pensons-nous de nos ressources à nous qui sont aujourd'hui proclamées comme étant des biens ou des patrimoines universels? Est-ce que s'il faut quitter ces organisations-là, nous allons aussi dire que désormais, notre forêt, par exemple, n'est plus un patrimoine universel de telle ou telle autre organisation? Et pourtant, nous avons déjà concédé. Voyez-vous, c'est des problèmes auxquels nous devons réfléchir. Et là,
j'ai rejoint le docteur qui était en train de parler de la qualité des dirigeants que nous choisissons. Voyez-vous, c'est très important que désormais, nous, intellectuels, nous puissions sensibiliser nos peuples sur les responsabilités des personnes que nous choisissons pour nous gouverner. Parce que les décisions qu'elles prennent, n'est-ce pas, les attitudes ou le comportement que ces autorités-là adoptent finissent toujours par nous préjudicier. Voilà pourquoi on ne peut pas au jour d'aujourd'hui donner la destinée d'un pays à n'importe qui. Parce que les décisions que cette autorité-là va prendre s'imposera à nous. Voyez-vous? Voilà, c'était un peu ça ma préoccupation. Je me dis, nous devons quitter ces organisations. Oui, mais qu'est-ce que nous cherchons? Est-ce qu'en quittant, nous aurons l'argent que nous sommes en train de chercher? Je ne pense pas. Sommes-nous en mesure de quitter? C'est ça la question de Maître Dani. En avons-nous la capacité? Et moi, je vais plus loin pour poser la question aux bâtonniers. Je voudrais vraiment que les bâtonniers puissent dire un mot là-dessus. Qu'est-ce qu'ils pensent de nos ressources qui, aujourd'hui, sont proclamées comme étant des patrimoines universels de l'UNESCO ou de je ne sais pas, moi, quelle autre organisation? Parce qu'il faut quitter. Nous quittons et nous leur laissons le patrimoine qui nous appartient et que nous avons déjà légué au monde entier. Voilà un peu. Non, c'est une très belle question. Maître Safari, c'est une très belle question. Et puis, personnellement, il y a le professeur Étienne Leroy qui travaillait sur ces questions-là et qui voulait, personnellement, il m'a invité à travailler là-dessus, mais moi, je n'ai jamais accepté. Je n'ai jamais accepté de participer à ces travaux-là par conviction. J'ai vraiment envie d'écouter les bâtonniers. Notre forêt est déclarée aujourd'hui patrimoine universel de l'UNESCO. Bon, nous devons quitter. Quelle est la suite? Nous aurons ce que nous cherchons. Non, écoutez, moi j'ai toujours été très critique vis-à-vis de ces dénominations et ces choses-là. Patrimoine commun, ça veut dire que ça ne vous appartient plus. Si ça ne vous appartient plus, l'idée que ça ne vous appartient plus a des conséquences juridiques. Tout à fait. Essayez d'abattre les arbres, essayez de vous d'en avoir une gestion privative, on va vous dire non, ça ne vous appartient plus. Et c'est un peu comme le devoir d'ingérence en matière humanitaire. Pour contourner ou controuver notre souveraineté, on nous a dit qu'il y a un devoir d'ingérence humanitaire, mais on a vu ce qu'ils en ont fait. Alors moi, je me méfie a priori de toutes ces choses-là. Sur quel fondement notre forêt est un patrimoine commun de l'humanité. Et l'humanité, quand il s'agit de nous, nos frères qu'on rejette par la mer, on ne fait pas partie de cette humanité. Mais quand il s'agit de ressources halieutiques, naturelles, tout et tout, on dit, ah oui, c'est le patrimoine commun de l'humanité. Avec les conséquences qui s'attachent. Vous n'avez plus le droit de propriété tel que vous le connaissez, absus fructus, et puis voilà, toutes ces choses de deuxième année, là. Donc, encore une fois, je dis ça. Et qu'est-ce qui a été déjà un patrimoine commun de l'humanité qui soit au nord et qui, pour nous, ait une implication directe? Ça va être peut-être des choses touristiques. C'est des choses touristiques, Machu Picchu, on s'en va, on regarde. Encore faut-il avoir de l'argent pour aller là-bas. Mais eux, ici, au nom de ce concept, ils peuvent avoir une action directe sur nous. Tout ça participe d'une gouvernance. Je ne suis pas adepte du complot, mais bon, quoi qu'on me le dise des fois, mais bon. Je ne suis pas adepte de tout ça, mais je me dis, il y a quand même des choses à faire. Oui, vous ne pouvez pas couper, on ne peut pas couper. Maintenant, avec la nuance qu'on ne quitte pas ces organismes. Non, on ne quitte pas, on ne fait pas la politique de la chaise brûlée. On ne quitte pas, mais on n'y va pas. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. On ne quitte pas. Ne pensez-vous pas, monsieur le bâtonnier, que nous allons nous isoler diplomatiquement? Mais vous êtes déjà isolé. Vous êtes déjà isolé. C'est le cas du monsieur dont la femme se refuse à lui, mais qui garde la même chambre et qui se complaît à dire à vous, on est dans la même chambre. Mais il n'y a pas de devoir conjugal. On est déjà divorcé.
Ben oui, Euh, il y a pas de, on est déjà isolé, mon cher ami. À partir de ce moment, quel est le confort que vous cherchez? Le confort du regard bienveillant de ce que vous allez là-bas avec le risque de détournement, comme l'a dit notre confrère, le risque de détournement de nos sommes d'argent pour aller plastronner dans les pays pour dire que moi aussi j'étais à la COP, tout et tout. Mais en réalité, il faut qu'on soit, merci beaucoup, on est déjà isolé. Voilà, on est déjà isolé. Quand on parle de contribution des grands États à 100 milliards par an, on ne nous donne pas notre part, on est isolé. Quand vous venez aux réunions et puis vous êtes assis là-bas, et puis les autres sont assis sur la table des gens qui décident, quoique dans la même pièce, vous êtes isolé. Quand vous vous rendez compte que vous n'avez pas part aux mêmes informations, vous êtes isolé. Nous, le peuple, on sait que vous êtes isolé. Quand vous venez, vous nous faites croire que vous n'étiez pas isolé. Mais nous savons que vous êtes isolé. Vous n'avez pas plus de moyens que les autres. Vous êtes isolé. Alors, que sert-il de rester dans cette hypocrisie, dans cette posture hypocrite-là, alors qu'il faut peut-être décider, prendre son peuple à témoin et avoir l'onction du peuple pour être à l'aise. Soyons un peu dignes. Donc, patrimoine commun de l'humanité, oui, c'est pour eux. Juridiquement, ce n'est pas sans conséquence. Voilà, ce n'est pas sans conséquence. S'il vous plaît. Oui. Je voudrais un peu réagir à la question de Maître Safari. Qui vous a interpellé, oui. Oui, c'est interpellateur, mais ça demande du cran, du courage. Ça va sûrement faire changer les choses, parce qu'il faudrait qu'on arrive à changer la donne. Lorsque Maître Safari dit, oui, nous avons accepté à ce que nos terres ou notre environnement deviennent un patrimoine commun, c'est bien beau, et Maître Claude venait de le dire, le bâtonnier Claude. C'est un patrimoine commun, mais dans la communauté, qu'est-ce que les autres font pour préserver ce patrimoine commun? Ils ne font rien, à part mentir et faire des promesses qui ne tiennent pas. Alors, en quoi c'est un patrimoine commun? En réalité, prenons le cas de notre forêt équatoriale, pour nous, la RDC. Nous-mêmes, nous sommes en train de nous décarcasser pour préserver notre forêt équatoriale. Nous-mêmes, nous sommes en train de sensibiliser nos populations rurales, nos communautés rurales, afin qu'elles puissent, à tout le moins, arrêter avec le déboisement. Nous le faisons nous-mêmes avec nos maigres moyens. Alors, pourquoi on va s'éterniser à aller discuter, à parler avec des gens qui, en réalité, nous mentent, nous prennent pour... en fait, on va habiller le décor. Nous sommes comme des rideaux qu'ils ouvrent et referment quand ils veulent dans la salle. Alors, l'idéal, c'est quoi? C'est qu'on se retire de ces organisations. Encore faudrait-il que nos autorités politiques qui partent participer à ces réunions aient le courage de ne plus y aller. Donner un autre ton, parce que le professeur Robinson a dit, lorsque nous allons nous retirer, on posera la question. Mais pourquoi la RDC, le Congo-Brazza, le Cameroun, le Tchad, le Togo, l'Angola, la Zambie, pourquoi ils ne viennent pas? Et nous allons faire part de notre mécontentement. Parce qu'on est mécontent d'une chose. Alors pourquoi continuer à aller s'asseoir à la table tout en étant mécontent, sans avoir à porter la voix et demander à ce que les conditions soient respectées, mais que l'on continue à assister? Autant mieux ne plus y aller. Et nous-mêmes, nous allons continuer à préserver notre environnement. Parce que nous le faisons déjà. Je n'interromps pas les bâtonniers, s'il vous plaît. C'est une discussion qui est très enrichissante. Léna, on ne t'a pas oublié. Hein? Juste après cette discussion, on va te donner la parole, Léna. Mais je voudrais que nous puissions pousser la réflexion beaucoup plus loin. Nous devons quitter, oui. Nous devons nous retirer, oui. Mais on fait quoi? Le docteur Robinson avait déjà commencé à opiner là-dessus pour dire que nous devons désormais réfléchir sur la qualité des dirigeants, des personnes que nous choisissons pour diriger nos pays, n'est-ce pas? Et moi, je vais plus loin pour dire que
si nous devons nous retirer, si nous devons quitter ces organisations-là, la meilleure façon de nous faire attendre ne sera pas que nous puissions croiser les bras, mais ce sera aussi que nous puissions aussi travailler pour développer notre économie. Pourquoi? Parce que si nous sommes forts économiquement, écoutez, dans toutes ces organisations-là, nous porterons plus haut notre voix et nous allons nous faire attendre, nous allons nous faire entendre. On va nous écouter, voyez-vous. Je pense que la solution est multiforme. Il ne suffit pas de quitter, encore faut-il savoir qu'est-ce que nous faisons en quittant. Nous devons revoir la manière dont nous choisissons nos dirigeants pour que désormais nous mettions à la place qu'il faut l'homme qu'il faut. Nous devions travailler pour promouvoir l'économie de notre pays ou de nos pays pour que nos pays deviennent forts, puissants économiquement. Et ceci aura pour conséquence que lorsque nous serons dans ces organisations-là, quand elles viendront vers nous pour nous poser la question de savoir pourquoi nous nous sommes retirés, eh bien, elles verront que nous sommes en train de nous organiser, nous sommes en train de bâtir des économies fortes et nous allons nous faire entendre. Vous avez parfaitement raison. L'organisation interne, locale, est beaucoup plus importante. Et bon, Parfait. ce que nous faisons déjà maintenant, et je suis tout à fait d'accord avec vous que le problème de la gouvernance est celui qui vient en fait détruire ou ralentir évidemment l'organisation locale qui s'installe ou qui devra s'installer. Donc, avec vous, je suis tout à fait d'accord pour qu'on réfléchisse sur qui avoir comme autorité, qui avoir comme gouvernant demain, mais je reste dans la logique que là où, à une table où il y a rien, ça ne vaut pas la peine de s'y asseoir. Hein? Vous avez raison, les relations entre les Oui. pays ont toujours été intéressées. Hein? Bon. Oui. L'intérêt de la mesure de l'action, eh bien, on doit savoir, en allant à cette table, qu'est-ce qu'on gagne? On rentre avec quoi? Est-ce qu'on n'aurait pas une autre piste de réflexion qui se dégage d'un exemple sous nos yeux? On a des grands yeux, mais on ne les voit pas. Quitter, ne pas quitter, savoir quitter, ne pas quitter, bon, ça, ok. Mais la vraie question reste simplement, quand on dit on quitte, en tout cas, ne plus participer sous ce couvert-là, sous cette bannière communautariste, internationaliste-là, mais rien comme les États-Unis, si j'ai bonne mémoire, quand les États-Unis disent non au niveau de l'accord de Paris ou avant l'accord de Paris-Kyoto, mais les États-Unis nouent des partenariats avec certains États. Je crois que le professeur Robinson noue des partenariats avec. On nous a même dit que 26 États ou 15 États du camp démocrate ont passé des conventions. Pourquoi nous, on ne le ferait pas? On n'est pas en haine, on n'est pas en guerre contre eux. On dit le système, il est mauvais, mais certaines personnes peuvent être bonnes et peuvent avoir la technique, la technologie. Pourquoi ne pas cibler des secteurs et puis avoir une convention de partenariat basée sur le respect de notre dignité réciproque avec certains pays avancés qui ont la technologie? Pourquoi absolument se mettre dans un truc international là où le rapport binaire peut servir à régler la question? C'est cette multilatéralité-là qui fait que, bon, après, on ne sait plus qui est qui n'est pas qui, tout ça. Mais si moi, je vais discuter avec la Corée, mais je vais discuter avec les Bulgares dont l'expertise en matière agro est avérée. Mais est-ce que je ne suis pas en train de faire à l'échelle nationale ce qu'on me recommande de faire au plan international? Je le fais à l'échelle nationale. Est-ce que mon peuple en sera plus fier en disant oui, tu as bien fait parce que c'est international, plutôt que tu as mal fait parce que c'est avec les Bulgares? Je pense que
dire non à ces gens, c'est l'hypocrisie internationaliste là. On est dans des pays, vous savez bien, la communauté internationale, ce monstre du Loch Ness, tout le monde en parle, personne ne l'a vu, c'est qui la communauté internationale? Vous savez bien ce qu'ils ont fait dans nos pays, ils se lèvent, ils font des dictats en matière politique, vous voyez bien aussi un peu autour de nous, quoique bon, quelquefois nous aussi on exagère un peu, mais je dis, vous voyez leur effet nocif, l'effet est plus nocif même qu'il est bénéfique en général dans nos histoires là. Donc, c'est peut-être le moment de dire non. Et puis, voilà, la question du profil de nos dirigeants, mais je pense que ça va s'induire avec le temps. Bientôt, certaines personnes ne viendront même plus essayer même de dire voter pour moi. C'est même pas possible. Mais pour l'instant, on fait avec les moyens du bord. Donc, moi, c'était un peu la nuance que je voulais apporter en disant que le tableau n'est pas que noir, quoique nous soyons des noirs. Le tableau n'est pas que noir. Il y a des interstices de lumière dans les rapports binaires, dans des contrats, bipartites qu'on peut faire avec les uns et les autres. Mais aller nous asseoir à la COP 30, bon, ben, aller parler pour parler, ça ne sert à rien. Voilà. Bush est là, Trump est là. C'est un misanthrope, je ne l'aime pas beaucoup. Je comprends également qu'il aime plus son peuple que nous autres, ce qui n'est pas mal. C'est un bon dirigeant dans le fond. Son action, son rayonnement est nocif. Tout à fait. Mais il est aimé dans son pays parce qu'il est en direction. Bon, voilà, peut-être être Trump sans les effets collatéraux, sans les effets néfastes. Voilà, c'est peut-être ça. Mais Trump, c'est Trump. Voilà, Trump, c'est Trump. Et il le fait pour son peuple. Nous, on le fait pour qui? Nous, on le fait pour qui? On le fait même pas pour nous. Donc, voilà un peu, je pense avoir dit un peu ma pensée sans avoir choqué les oreilles prudes, hein, je m'excuse. Très bien. Léna, on te donne la parole, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. C'est assez gratifiant d'entendre tous ces échanges et tout. Bon, ma réflexion a été un peu abordée en différents sens par mes prédécesseurs. La préoccupation que je me posais, c'est que quand le bâtonnier nous dit qu'il faut nous retirer, bon, avec les dirigeants qui sont les nôtres, avec les pays qui sont les nôtres, j'ai plutôt réfléchi en termes de risques et défis. J'ai d'abord vu le problème d'isolement diplomatique, parce que moi, j'ai fait les relations internationales, donc je vois sous cet angle, c'est-à-dire que se retirer de ces structures-là peut réduire les financements à certains, et même les questions de transfert des technologies, parce qu'on ne va pas se voiler. À l'intérieur du pays, parfois, ce sont ce semblant de générosité-là qui aide même les peuples, les populations par des actions humanitaires. Ce que nos dirigeants ne font même pas. Ils vont signer des accords, ils cèdent nos patrimoines, mais en dessous, ne font rien pour ces populations. Et ceux qui ont pris ces patrimoines font semblant de nous aider. Et cette aide-là, quelque part, ça soutient les populations. L'autre risque que moi, je suis en train de voir, c'est peut-être les pressions commerciales. Ce sont les plus forts. Et nous avons des dirigeants qui ne savent pas se tenir debout, toujours, dans les grandes assises. Donc, économiquement, commercialement, on va nous mettre des normes qui vont nous asphyxier et nous pousser encore à revenir autour de la table pour adhérer à ces structures. Et avec ça aussi, on aura encore une vulnérabilité accrue de nos populations parce que, comme je ne sais pas qui a dit ça, nous avons un sérieux problème de dirigeants. Tant qu'on n'a pas de dirigeants qui sont forts, c'est un grand souci. Parce que on peut revenir, si on quitte l'international, on peut revenir au régional. Nous avons plusieurs sous-régions en Afrique qui traitent des questions ceci, cela, mais ces sous-régions-là peuvent porter la question climatique et s'investir à ça. Et donc, il faut renforcer la gouvernance, que nous puissions avoir des dirigeants forts qui peuvent quitter l'international et se limiter dans des cadres régionaux, créer des alliances africaines pour définir des normes environnementales. Les questions du Sahel ne sont pas les questions de l'Afrique équatoriale. Donc, ils peuvent avoir des questions des normes locales adaptées aux réalités de chaque sous-région. Et aussi, comme mon prédécesseur vient de le dire, renforcer les négociations bilatérales. Négocier directement avec la Chine. Qu'est-ce que vous nous apportez? Qu'est-ce que nous donnons? Qu'est-ce que nous gagnons? On va avec le Brésil.
si vous financez nos projets verts, nous faisons ceci, nous vous offrons ceci, peut-être qu'on y gagnerait effectivement à quitter l'international, mais en réfléchissant vraiment sur nos arrières, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce que nos populations gagnent, qu'est-ce que nos populations perdent. Merci, c'était un peu ça ma réflexion. Ben, excellent, 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 très riche, vraiment une très belle séance. En tout cas, les 2 dernières séances étaient très riches en Docteur, je peux discussion. placer un mot? Oui, bien sûr. En tout cas, je pense que pour certaines, d'abord, je salue la richesse et la hauteur de ces débats. On sent vraiment que c'est des personnes qui sont disposées au changement, mais aussi à donner de leur intelligence, n'est-ce pas, pour transcender toutes ces questions, mais aussi pour arriver au changement des paradigmes. Je voudrais revenir à ce que l'un des enseignants disait sur la question climatique, sur la question écologique, que lorsque nous faisons des analyses, il me réveillait en fait lorsque je me révoltais sur comment se gèrent nos États africains. Il disait souvent, ne soyez pas pressés de faire des analyses idéalistes, plutôt soyez réalistes. Et je reviens donc sur ce qu'il me disait, j'ai oublié le nom de cet enseignant. Hier, je pense que dans mon intervention, je parlais du souci que l'Afrique a, la question des domestications. Je crois, Maître Léna en a parlé autrement lorsqu'elle dit on doit demander à ce qu'on doit quitter un peu l'international et aller vers un droit qui s'adapte à nos contextes, à nos réalités. Et c'est ça même le schéma, parce que l'un des bâtonniers disait, est-ce qu'on peut contourner cela? Je pense que nous pouvons. Parce que si nous restons dans la problématique, nous serons loin d'être dans ce droit universel qui est en train aujourd'hui de nous rassembler. Aujourd'hui, nous sommes sur des questions de gouvernance, justement, une question qui est très épineuse, la question de gouvernance, à la fois au niveau des financements, la gouvernance minière, la gouvernance environnementale. Tout ça, on voit c'est le jour et la nuit entre ce qui est demandé et ce qui doit être fait. Mais si la recommandation à la fois de Maître Safari, celle qui consiste à bâtir des économies fortes, part de ces soucis qu'auront tous les États africains de se mettre ensemble sur la base des réalités qui sont spécifiques et faire de la question climatique, de la question environnementale, source d'économie forte. Ça, nous pouvons, je pense, faire de cette question un objet de partenariat public-privé, un objet d'échange au niveau commercial et même au niveau humanitaire. C'était ça ma contribution. Merci, merci pour vos réflexions, vos très belles réflexions. Vraiment, merci, c'était très riche et c'était très beau. Et le cours, je crois qu'en définitive, on a eu un bon cours, de mon point de vue, un très bon cours sur le droit climatique. Et j'en viens à la conclusion générale du cours. Alors, pour les 10 prochaines minutes qui nous restent, la question, à l'issue de ces belles discussions, ces quelques semaines que nous avons consacrées à décortiquer le droit climatique et notamment sur le positionnement de notre continent face au phénomène du dérèglement climatique. Alors, la conclusion générale débouche sur un questionnement. Donc, au final, ce cours est fini s'achève par une discussion, une chaude discussion entre les participants. Et on va conclure la boucle par un questionnement, finalement, après toutes ces séances, toutes ces discussions riches, quel est le rapport entre le droit et le climat?
les discussions, nos travaux ont révélé que les droits de la nature et l'urgence climatique ouvrent un nouveau chapitre en droit international. Nature et l'urgence climatique débouchent sur de nouvelles perspectives au niveau du droit et notamment du droit international. Et ceci est très étayé par les spécialistes, et notamment Christelle Cournil, qui est l'une des grandes spécialistes du droit climatique, et qui a consacré, je crois, un ouvrage intitulé La fabrique du droit climatique, au service de la trajectoire 1,5 Celsius, un ouvrage qui est paru le 1er avril 2021. La protection de la nature et l'urgence climatique vont donner lieu, au niveau du droit, à la fabrication d'un droit climatique. C'est le premier enseignement qu'on va tirer. Et nous avons donc vu que les réponses étatiques, les politiques nationales, le consensus international sur lequel nous sommes montrent que, et ça vous l'avez dit dans les discussions, il y a beaucoup de discours, mais moins d'action, et pour résultat, on a une température qui monte à 3,5 degrés. Par rapport au niveau pré-industriel. Donc, comme le disait le président français Jacques Chirac, la maison brûle et nous regardons ailleurs. La crise climatique est désormais reconnue comme une urgence planétaire, une question globale. Et elle va bouleverser le droit, elle va redéfinir le droit international. Et puis on a deux avis de la Cour internationale de justice qui vont reconnaître déjà la nature en tant que sujet du droit, les droits de la nature, la protection de la nature, et cet avis qui va mettre en lumière les obligations climatiques des États au regard du droit international. Et nous l'avons vu dans le cadre du chapitre 2 notamment, sur les traités internationaux de protection du climat. La CIJ, dans son avis récent, nous dit que les États devraient prévenir les dommages importants au climat, réduire les émissions de gaz à effet de serre et cet avis nous annonce nos prochaines rencontres, nos prochaines discussions sur le contentieux climatique qui va naître de ce que, du constat que les États n'ont pas fait leur job, à savoir prévenir les dommages liés au climat
et réduire considérablement leurs émissions de gaz à effet de serre. Le non-respect de ces obligations donc va engager la responsabilité internationale des États. Ce sera l'un de nos chapitres. Le chapitre 2 dans le prochain module. Le message est plus que clair et c'est la philosophie qui va sous-tendre le contentieux climatique. L'inaction climatique n'est pas seulement un échec politique, mais une violation du droit international et nous le verrons. Donc, cet avis, cette évolution jurisprudentielle va constituer un levier pour la démocratie environnementale. Mais aussi la question des savoirs autochtones, de la participation, et on l'a dit dans les discussions hier, des communautés locales et autochtones à la protection de l'environnement, au changement climatique. Et donc, les décisions climatiques devraient être inclusives et inclure cette catégorie. Ce n'est plus seulement l'affaire des États. Elles devraient donc inclure les populations autochtones. Elles devraient être transparentes et démocratiques, basées certes sur les meilleures connaissances scientifiques de l'heure, mais aussi sur les savoirs ancestraux. Donc, la Cour internationale de justice reprend ainsi ou synthétise l'état des discussions internationales. Alors, ces deux avis vont marquer ce que nous allons appeler une révolution juridique du reste stratégique, parce qu'elle va affirmer que la protection du climat est une obligation contraignante au regard du droit international. Alors, ces avis vont offrir un cadre cohérent qui va relier droit de la personne, droit de la nature et responsabilité des États. Et voyez-vous ces axes, on va les voir, ces différents axes. Protection des droits de l'homme, protection des droits de la nature ou de l'environnement et responsabilité des États, on va le voir dans le contentieux climatique. Finalement, ces avis vont permettre aux communautés locales, aux municipalités, aux États, aux nations, aux peuples autochtones d'utiliser ce corpus international de normes comme outil de plaidoyer juridique et politique. Donc, on se retrouve au final avec un droit pour le climat. Mais ce droit pour le climat n'est pas un droit unique. Ce n'est pas un code climatique, mais c'est un ensemble d'engagements juridiques, de politiques internationales et nationales qui vont constituer ce qu'on va appeler le droit climatique, qui sont destinés, qui auront cette vocation de protéger le système climatique et garantir le droit à un environnement sain. Il va se décliner ou se concrétiser par divers instruments que nous avons revisités.
l'accord de Paris, la loi européenne sur le climat et plusieurs décisions judiciaires. Et le public doit avoir son mot à dire dans la prise de décision environnementale. Cela a été consacré, notamment dans les pays occidentaux, sur le fondement de la démocratie environnementale adoptée lors du sommet de Rio, qui suppose qu'il y a des piliers, trois principaux piliers, la transparence, l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice. Et cette démocratie environnementale devrait être transposée, ou pour utiliser l'expression de Maître Nadine, domestiquée, incorporée en Afrique. La démocratie environnementale devrait être mise en œuvre, concrétisée, appliquée en Afrique. Elle devrait révolutionner le droit de l'environnement en Afrique, de même que la gouvernance environnementale et climatique en Afrique. Donc voilà, mesdames et messieurs, alors ce qu'on pourrait retenir du cours que nous avons consacré au droit climatique, au droit du climat. Donc voilà, il est pratiquement l'heure. Si vous avez des remarques conclusives, c'est le moment. Alors, donc oui, monsieur le bâtonnier. Alors, l'idée qui me vient comme ça, là, comme dans une espèce d'illumination, nous qui aimons les beaux textes classiques en droit, je ne peux m'empêcher de penser à Carbonnier. Son ouvrage qui prend ici tout son sens, Flexible droit. Je crois que c'est une illustration majeure de la flexibilité du droit. Comment on arrive à travers le droit à construire de nouveaux états qui s'adaptent à l'évolution de notre nature, à l'évolution. Et c'est à ça que ça me faisait penser. Je me disais que je devrais partager ça avec vous. Comment on en arrive à construire, et c'est dans la pensée de cette dame qui a écrit. Je n'ai pas vu le livre, j'espère que vous nous donnerez plus d'informations, peut-être même la photo de l'ouvrage pour qu'on le recherche. Mais tout ça, ça rejoint ce que Carbonnier disait en son temps, que le droit est flexible, ce n'est pas une somme de connaissances absolument arrêtées, mais le droit, parce qu'il évolue avec les hommes, ne peut pas avoir la prétention de la rectitude, d'où il est flexible. Voilà, c'est ma contribution à la conclusion. Très bien. Alors, merci beaucoup pour ce riche cours, la richesse de vos contributions, la qualité de vos réflexions. Et au final, un bon cours. Donc, je vous remercie et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour attaquer le contentieux climatique.
Merci docteur. Merci. Docteur. Merci beaucoup, professeur. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Allez. Bravo, professeur. Merci beaucoup. Bravo à la classe. Bravo à la classe. On dit chez nous qu'une seule main n'attache pas le paquet. Donc, c'est cet ensemble de mains qui nous ont permis d'attacher ce beau paquet. Ok, bonne semaine. Merci. Merci. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Au plaisir. Dieu voulant. Merci.